On va parler à présent de cet essai. Je pense que c'est la 20e émission que vous faites. Non, pas 20. Non. Mais c'est la dernière avant un petit C'est la dernière sur LCP. On est très heureux que vous ayez gardé un peu de temps pour nous, Caroline Fourest. C'est peu dire que cet essai fait couler beaucoup d'encre. Au fond, est-ce qu'on peut poser la question des dérives du mouvement MeToo pour mieux le protéger? C'est un peu la question qui résume cet ouvrage. Regardez l'invitation de Marion Becker. Interview toutes les deux juste après. Si on vous invite, Caroline Fourest, c'est pour votre analyse du mouvement de libération de la parole. 7 ans après MeToo, vous dressez un bilan dans le vertige MeToo. Vertige nécessaire, dites-vous, face à la chape de silence qui entourait le viol et l'inceste. Mais vous avez entrepris d'en dénoncer les excès. Dans ce nouveau monde, il suffit désormais d'accuser pour exister, d'une flèche sur les réseaux sociaux pour clouer au pilori, d'un « je te crois » pour sortir le goudron et les plumes. Dans cet essai, vous questionnez comment libérer la parole sans piétiner la présomption d'innocence ni altérer la présomption de véracité. Doit-on nommer au risque de briser des réputations? Pour vous, Caroline Fourest, la féministe, la journaliste et la réalisatrice, tous les MeToo ne se valent pas. Vous revenez sur l'histoire du mouvement, d'Harvey Weinstein à Nicolas Hulot, PPDA ou Judith Godrèche, entre autres. Vous disséquez et graduez les affaires et dénoncez la judiciarisation du soupçon. Un discours qui passe mal chez les féministes qui vous accusent d'affaiblir le combat. Caroline Fourest met à terre tous les soubassements de la parole libérée et de la honte changeant de camp. Comment une féministe qui prétend sauver MeToo peut-elle emprunter un vocabulaire minimisant les violences? Quand on veut discréditer une victime sans pourtant s'en prendre ouvertement à elle, pour ne pas avoir l'air anti-féministe, on l'accuse d'être une marionnette, manipulée par d'autres. C'est ce qu'on dit de moi, c'est ce qu'elle dit de moi. Mais n'est-ce pas là le sexisme le plus cru? Judith Godrèche vous reproche une forme de défiance à l'égard des victimes. En vous attaquant au mouvement de libération de la parole, en nuançant son bilan, Caroline Fourest, vous deviez vous douter qu'on vous reprocherait d'abîmer le combat des femmes. Alors, Caroline Fourest, est-ce que vous attendiez à un tel tir de barrage de certaines féministes? Alors Myriam, j'aime bien que vous disiez certaines, parce que ça fait 2 fois que j'entends les féministes, et je peux dire, grâce à ce livre, que non, Clémentine Autain, Sandrine Rousseau et même Judith Godrèche, qui est récemment féministe, ne sont pas toutes les féministes. Je veux dire, il y a beaucoup de féministes qui ont dit des choses que je dis dans ce livre, qui le disent aussi, qui le disent avec moi. Justement, pour bien comprendre, vous, la féministe de toujours, il y a des féminismes. En quoi vous vous distinguez de celles que vous avez citées? Il y a un débat idéologique très important et puissant entre vous. Mais depuis longtemps. D'abord, il y a toujours eu plusieurs féminismes. Même dans les années 70, par exemple, il y avait un débat très très vif entre des féministes réformistes et des féministes révolutionnaires. Et les féministes révolutionnaires disaient aux réformistes il ne faut pas porter plainte pour viol en justice. Il ne faut pas dénoncer des violeurs quand ils sont immigrés parce que c'est faire le jeu de la justice bourgeoise et raciste. Ce sont les féministes réformistes qui ont gagné, qui ont écrit la loi contre le viol et qui ont fait régresser les violences sexuelles. Et pour répondre à ce que je viens d'entendre, je ne minimise pas les violences sexuelles. Je dis juste que sous le mot d'agression sexuelle en justice, on met des choses très variées qui valent des peines très variées et c'est très bien comme ça. Et moi, je suis pour qu'on condamne toutes les violences sexuelles à la hauteur de ce qu'elles sont. Je ne mets pas sur le même plan un Édouard Baird qui a été récemment épinglé dans la presse pour des comportements de drague lourde et un Hervé Weinstein. Vous demandez la hiérarchisation. Je ne mets pas Dominique Pellicot, qui pour moi représente quand même un très grand sommet de gravité de violence sexuelle, sur le même plan que d'autres accusations, ou sur le même plan, par exemple, qu'une pédiatre légiste féministe qui est accusée pour un examen mal compris et mal vécu. Vous avez la dent dure quand même sur ces féministes-là. Vous leur reprochez, pour prendre un exemple dans l'actualité, une forme de gêne, de malaise, par exemple, dans l'affaire de la jeune Philippine, ce meurtre présumé, le suspect présumé du meurtre. Je ne suis pas encore à exprimer sur ce sujet. Évidemment, le livre est sorti bien avant. Par contre, je parle du féminisme à indignation variable. En fait, si vous voulez, moi, je raconte dans le livre tout mon combat avant MeToo pour dénoncer les viols, accompagner des victimes de viols. Et parfois, on s'est débrouillé comme on a pu quand on n'avait pas cet écho médiatique et quand on avait face à nous le silence et le patriarcat à son
à son heure de gloire. Vous le racontez d'ailleurs, l'avant Voilà, MeToo. ça, c'est toute une partie du livre qui, évidemment, ne fait pas débat. Et donc, du coup, c'est normal qu'on débatte des parties où je parle de l'emballement médiatique et du féminisme à indignation variable. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des voix dans l'espace public qui sont souvent... Le féminisme est souvent porté soit par des femmes politiques, qui, on vient de l'entendre, comme Clémentine Autain, par exemple, dans l'affaire Tahabouaf, le fils spirituel de M. Mélenchon, qui a été investi à un moment donné pour des élections législatives et qui, finalement, a été retiré, mais Clémentine Autain l'a défendu jusqu'au bout, tout en disant nous avions entendu des accusations d'agression sexuelle à son encontre d'une extrême gravité que nous n'avions jamais entendue avant. Et puis, depuis que M. Mélenchon a décidé que Tahabouaf devait réintégrer la vie politique aux côtés des Insoumis, eh ben, on n'entend plus parler de ces accusations. Et il va peut-être bientôt devenir assistant parlementaire au sein de l'Union européenne, grâce à la France insoumise. Quand Sandrine Rousseau balance sur la place publique des faits qui ne relèvent pas vous parlez de l'affaire Bayou. De l'affaire Bayou contre un concurrent dans son propre parti, il disparaît de la vie politique. Je dis juste que, et je vais vous répondre sur MeToo, moi je prends tout MeToo, je défends tout MeToo, mais je ne prends que MeToo. Je ne suis pas d'accord pour prendre des règlements de compte instrumentaux politiques qui se servent du féminisme pour faire de la politique politicienne. Alors, puisqu'on est à l'Assemblée nationale, je voudrais vous parler, en matière de violences sexuelles et sexistes, des hommes politiques. Un homme qui a reconnu sa faute pour vous et qui a été condamné par la justice ne peut être doublement puni par une sorte de mort sociale. Ça, on le retrouve très régulièrement dans le livre, et quels que soient les accusés. En politique, par exemple, Adrien Quatennens. Alors, typiquement, pas selon les accusations. Vous avez remarqué qu'il y a tout un passage où je raconte, par exemple, Adrien Quatennens, pour moi, qui fait partie de la France insoumise. Donc, vous voyez, moi, je ne juge pas en fonction de l'étiquette politique, je juge en fonction des faits. Qui a été condamné pour violence conjugale. Il a été condamné pour une gifle sur son épouse dans le cadre d'un divorce très conflictuel. J'estime que Adrien Quatennens, pour moi, d'un point de vue féministe, il a le droit de revenir sur les bancs de l'Assemblée. Il avait le droit de revenir sur les bancs de l'Assemblée parce que d'abord, il a reconnu sa faute. Il a été condamné parce qu'il l'a reconnu. Et que contrairement à beaucoup d'hommes qui ont un geste de violence, ils laissent passer leurs épouses pour des menteuses. Donc il a reconnu sa faute, il a été condamné pour cette faute et il ne présente pas de risque de violence au sein de l'Assemblée nationale. Il aurait dû être sanctionné par les urnes et pas par sa famille politique. Exactement. C'est ce que vous écrivez. Par contre, il y a deux autres accusés dans le monde politique, Damien Abad et M. Joël Goriot, qui eux sont accusés de fait d'avoir mis d'une substance, donc une forme de soumission chimique, pour droguer des collègues et en abuser. Je dis sur ces cas-là, le principe de précaution doit être maximal. Il se trouve qu'ils sont Horizon et l'autre plutôt proche de l'ancienne majorité présidentielle. Mais encore une fois, moi, ce n'est pas l'étiquette politique qui m'intéresse, ce sont les faits et c'est la dangerosité et le risque de récidive. Et on reviendra peut-être à l'affaire Philippines, c'est là aussi où il y a un vrai débat. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas encore été jugé pour des faits où on sait qu'il est capable de droguer quelqu'un pour en abuser, je trouve normal que le principe de précaution s'applique. Voilà, donc parce qu'il y a la question de la justice, c'est très important. Elle n'a pas du tout la même temporalité que la société. Et cette libération de la parole, il faut bien en faire quelque chose dans la société. Parce que celles qui accusent, celles qui sont victimes, ont besoin que leur parole, quelque part, se matérialise dans la société. Qu'est-ce qu'on fait quand la justice est si lente, quand la justice dysfonctionne aussi, 86% de classement sans suite, quand la prescription est passée, quand faute de preuves, on ne peut pas y arriver à la faire passer, cette justice. Comment la société, pour vous, doit s'emparer de cette question? Eh bien, c'est là où, si on me lit, au lieu d'écouter des gens qui ne veulent pas qu'on me lise, on découvre que c'est le but de ce livre. C'est de s'interroger sur notre vigilance collective. Comme féministe, moi, je n'ai pas envie d'attendre seulement la justice. Je ne crois pas à la justice, rien que la justice. Je pense que la justice ne passe pas assez dans beaucoup de cas d'abus et de violences sexuelles. Donc, on est tous un peu jurés, on est tous un peu chargés de cette vigilance. Et du coup, on vit tous, et c'est pour ça aussi peut-être que le livre a ce succès, c'est qu'on vit tous, depuis des années, des tas de situations où on ne sait pas comment juger. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un vient de me dire qu'elle a été agressée, ou qu'il a été agressé, évidemment, selon ce qu'elle me raconte ou ce qu'il me raconte, je me fais un avis, je l'écoute, et très souvent, je la crois ou je le crois. Le je l'écoute doit arriver avant je te crois. Expliquez-nous cet ordre-là. Je vous l'explique parce que toutes les victimes changent, leur regard change quand elles entendent le je te crois, qui est devenu un slogan d'ailleurs. Mais je vais vous dire, moi, à une victime qui me raconte quelque chose, et ça m'est arrivé tellement souvent dans ma vie depuis l'âge de 12 ans, je dis je te crois. Évidemment que je dis je te crois. Mais il se trouve que dans mon militantisme comme féministe et comme journaliste, j'ai vécu des situations où j'ai vu des gens, au nom du je te crois, un je te crois qu'on n'avait pas imaginé avant MeToo, totalement littéraliste et totalement aveugle, renoncer
à l'examen des faits qui parfois sont sous leurs yeux. Et je raconte l'histoire du collectif 50-50 qui m'a décidé d'écrire ce livre, où j'ai vu des gens qui, au nom du « je te crois », ont soutenu une fausse accusation contre une féministe dans une pièce où elles étaient, où elles savent que ce geste n'a pas eu lieu et que ça n'était pas un viol, ça n'était pas une agression sexuelle. Mais elles ont dit, oui, mais on ne peut pas dire qu'on ne croit pas la victime, même si on sait que ce n'est pas vrai. Et donc, c'est fou, on arrive à des aberrations et ce n'est pas un cas isolé, ça arrive de plus en plus. Donc, encore une fois, le « je t'écoute » que je propose, c'est un « je t'écoute » public, si vous voulez. C'est la journaliste qui dit à la féministe, comme féministe, évidemment que tu crois toutes les victimes. Comme journaliste, tu es obligée de douter. Quand les victimes de Tarek Ramadan viennent me voir, la première fois, je les écoute. Je ne leur dis pas que je suis en train de douter de leurs paroles. Mais pendant qu'elles me parlent comme journaliste, je suis obligée d'en douter. Parce qu'avant de porter une accusation publique, avant de nommer quelqu'un, quand on est journaliste et que c'est sa responsabilité, on est bien obligé de douter. Vous trouvez que le tribunal médiatique et social broie beaucoup d'innocents? Beaucoup de gens qu'on ne voit pas. C'est toujours un ou deux de trop, bien sûr. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a un vrai problème au niveau des chiffres, des nombres de cas? Mais dans 5 ans, on me dira, de toute façon j'ai l'habitude, on n'avait pas vu qu'il y avait autant de cas, autant de gens qui sont sortis de la vie sociale, qui ne peuvent plus travailler. Je parle évidemment beaucoup du milieu du cinéma. Vous avez bien compris qu'on vit une France à 2 vitesses. On a la France de Mazan, où je ne crois pas que les accusés se sentent... aient tellement senti la honte changer de camp. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas tellement honte, les co-accusés de Dominique Pellicot. Et là, ce n'est pas redescendu. Donc ça, j'aimerais qu'au contraire, on démocratise MeToo beaucoup plus. Et puis, dans le milieu du cinéma, je vous assure qu'on vit une autre réalité. C'est un milieu qui est absolument terrorisé à l'idée de la moindre accusation rétrospective, même pour des faits isolés, même pour des faits légers. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'affaire Weinstein. Et là, tous ces gens-là, ils sont ignorés du grand public. Ils ne savent pas qu'il y a un réalisateur qui a fini au téléphone portable son film pour une histoire qui n'est pas encore jugée et sur lesquelles il y a des versions très contradictoires. D'ailleurs, vous reconnaissez par exemple à Judith Godrèche ou Adèle Haenel un très grand courage. Ouais. Il y a des pages là-dessus. Mais en même temps, vous dites attention, elles deviennent des procureurs. Ce terme est très fort. Mais pardon, mais tout le monde le vit. Si Judith Godrèche, je le vis là, mais moi, c'est pas grave, je suis pas accusée de viol. Mais je veux dire, si quelqu'un est nommé par Judith Godrèche, elle a aujourd'hui un tel statut socialement, depuis qu'elle a parlé, que dans le cinéma, ça vaudrait sentence. Et encore une fois, là aussi, j'ai fait cette distinction. Je dis, quand Judith Godrèche parle en tant que victime de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a ressenti en écoutant Benoît Jacot parler de son désir et parler du cinéma comme un trafic illicite de jeunes filles, eh bien, j'ai été une des premières à dire, elle a raison de le dire, c'est fort de le dire et à soutenir cette parole, à l'écouter et à la croire. Quand elle devient procureure et qu'elle mène le procès de la famille du cinéma sans mener celui de la responsabilité parentale qui a permis tous ces abus, qui a permis aussi de la mettre dans cette situation de fragilité, là, c'est moi qui suis un peu plus MeToo peut-être que Judith Godrèche et qui voudrais qu'on en parle un peu plus en profondeur de ces sujets. Pour terminer, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de ce livre exactement, qui marche de façon absolument spectaculaire? Le rêve de Caroline Fourest après ce livre, ce serait quoi? Qu'une véritable conversation avec ces féministes-là puisse être possible sereinement ou bien au-delà avec la jeunesse? Qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, je savais que ce serait un moment difficile à passer, mais je le vis un peu en fait ce qui est en train de se passer. D'abord, je vois des gens qui étaient très critiques, qui étaient déjà préparés à faire les retours de bâton vis-à-vis de MeToo, dire « Ah bon, pardon, en lisant ce livre, je comprends que ce que je trouvais excessif ou ce qui était grotesque ou ce qui était de l'ordre de l'instrumentalisation et de l'abus de pouvoir n'était pas MeToo, c'était juste de l'abus de pouvoir. » Et de l'autre côté, évidemment que mon souhait le plus cher, j'ai pas espoir de faire changer d'avis Clémentine Autain ou Sandrine Rousseau, mais j'ai espoir que des gens qui, sincèrement, pensent que le féminisme n'a peut-être que ça, que ce féminisme politique est partisan, que des jeunes de 20 ans, et je sais comment j'étais à 20 ans, j'étais une féministe radicale. Si quelqu'un avait sorti un livre pour dire « Attendez, est-ce qu'on peut réfléchir 2 secondes à faire en sorte de protéger MeToo de quelques excès ?» j'aurais été très en colère. Donc je sais très bien que des jeunes d'aujourd'hui de 20 ans, ils peuvent être braqués en entendant des résumés de mon livre. Mon espoir, c'est que lorsqu'elles vont traverser ou ils vont traverser des situations un peu plus compliquées, où ils vont voir autour d'eux des gens être accusés, où ils vont vouloir convaincre des gens et des hommes de changer, un jour, peut-être, ils ouvrent ce livre et ils finiront par m'écrire. Et ils commencent déjà, parce que j'ai déjà des gens qui m'écrivent en me disant « J'étais très remontée contre votre livre, je l'ai lu, pardon, je m'excuse. » Et j'ai compris que c'était tout à fait une démarche féministe, mais une démarche féministe qui veut vraiment convaincre, pas simplement
faire peur, tout casser. Convaincre. C'est le début d'une grande question que vous ouvrez. J'ai ouvert la conversation, que tout le monde s'en mêle maintenant, me laissez pas seule. 5 ans après. Que chacun essaie d'élever cette conversation. Mais vous n'êtes pas seule, Caroline Fourest. Et ça, je peux en témoigner. Allez, vous restez avec moi. C'est la dernière séquence de l'émission, Le Vertige MeToo. Je le remontre une dernière fois, c'est-à-dire aux éditions